Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes, de la data qui, via les algorithmes, nourrit les intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour décrypter ensemble ce domaine merveilleux. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm, sur la bande FM sur le 93.1, sur le DAB+, et en podcast bien sûr sur votre plateforme préférée. Dans tous les cas, quand vous croisez ce podcast, quand vous croisez cette émission, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, à liker et à partager cette émission. C'est le tortue génial de cette émission, mais il saigne beaucoup moins du nez. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation. Jérôme que vous pouvez retrouver sur cette antenne avec son émission toujours passionnante sur le vélo Rayon Libre. J'espère que je vais être un Sangoku à la hauteur de tes conseils. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station Cause Commune et de nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Pour faire de l'IA, il faut de la data. Et notre invité du jour a conçu un service collaboratif qui produit de la donnée. Beaucoup de données, mais de la donnée de qualité. Et pour produire de la donnée de qualité, il y a quelques secrets qu'elle nous livrera peut-être. Il faut notamment en fait concevoir des choses qui paraissent compliquées mais qui sont pas si compliquées que ça, qui s'appelle un schéma de données. Mais on verra qu'est-ce que c'est qu'un schéma de données, on lui demandera. Il faut créer des solutions de collaboration. Il faut organiser le partage des données produites pour qu'elles soient effectivement réutilisées par d'autres. Il faut avoir des idées claires sur son domaine d'activité, sur les objectifs que l'on va assigner à ces données. Et Julia Zucker, cofondatrice du service Accès Libre, elle a les idées claires. En tout cas, je l'espère, et elle va nous les partager avec nous. Bonjour Julia Zucker. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Accès Libre, qui est un outil de service pour une meilleure information sur l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public. Bon, on va rentrer dans le détail dans un instant. Mais avant cela, finalement, il faut un petit peu qu'on rentre dans le sujet. C'est quoi l'accessibilité ? Le cadre un peu légal, réglementaire aujourd'hui, enfin comment ça se passe l'accessibilité? Puis si on veut rentrer un peu dans le vif du sujet, on est à 1 an des Jeux paralympiques. Est-ce qu'on est bien sur ce sujet à Paris et en France? Alors, l'accessibilité, ça se destine de prime abord aux personnes en situation de handicap, aux personnes handicapées, mais pas que. Il suffit de se tordre la cheville ou de se casser une jambe pour pouvoir savourer à sa juste valeur une installation ou un aménagement qui se destinait de prime abord à une personne en situation de handicap et notamment moteur. Voilà, donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est comment est-ce que l'on aménage, comment est-ce que l'on équipe les établissements qui reçoivent du public, des lieux ouverts au public, des boulangeries, des cinémas, des stades, puisque on peut parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi les transports en commun, la voirie. Comment est-ce qu'on aménage tout cela pour que l'ensemble des personnes qui évoluent dedans puissent circuler et bénéficier de ces installations. Voilà, c'est ça l'accessibilité. Et effectivement, à 1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques, le chantier sont pleins, on va dire. Comme pour tous les autres chantiers finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et le sujet de l'accessibilité est bien évidemment identifié et posé, et les différents acteurs s'activent de plus en plus fort à mettre tout en œuvre pour qu'on soit au mieux de notre accueil, des visiteurs et de tous les visiteurs, puisqu'on attend environ 350 000 visiteurs en situation de handicap. Et on va le voir, vous allez pouvoir les aider. À la fois les promoteurs de l'événement et à la fois les visiteurs de l'événement. On va aborder la création d'Accès Libre dans un instant, mais juste avant d'aborder tout ce qui concerne la structure, comment vous êtes organisé, juste pour mieux comprendre en fait d'où vient l'envie
de la cofondatrice. Vous avez eu plusieurs vies professionnelles jusqu'à votre poste actuel, jusqu'à ce que vous faites avec Accès Libre. Comment on en arrive en fait à vouloir créer un tel service? C'est quoi un peu le cheminement, sans rentrer forcément dans des détails Alors moi j'ai toujours eu un intérêt pour l'accessibilité. Tout d'abord, moi je suis entrée dans le monde du handicap par la langue des signes. De prime abord, j'étais prof de français, donc j'aime bien les langues et la langue des signes m'a beaucoup plu. Dans un second temps de vie, j'ai concrétisé ce métier en lien avec l'accessibilité en entrant à la délégation ministérielle à l'accessibilité. Et il y a 3 ans, on s'est lancé dans un chantier qui était qui a été issu d'un constat qu'on a fait, à savoir les informations d'accessibilité sur le web. Aujourd'hui, on ne les trouve pas. Même notre ami Google a bien du mal à apporter des réponses et des réponses pertinentes. Et Dieu sait que ce moteur de recherche est connu et reconnu pour ses performances en termes de réponse à n'importe quelle requête. Et de temps en temps, l'État, il en a un peu besoin aussi, quoi. Exactement. Alors, l'État, les collectivités, les concitoyens en situation de handicap, leur entourage, évidemment, ce sont des informations qu'on a beaucoup de mal à trouver et qui, pourtant, sont essentielles pour 12 millions de Français en situation de handicap. Et pour ça, du coup, vous êtes rentré dans un programme spécifique de l'État qui s'appelle les intrapreneurs. C'est ça. Alors, on a fait ce constat et dans ce qu'on appelle les startups d'État, on est rentré dans ce dispositif d'incubateur public gouvernemental qui a pour objectif de favoriser l'émergence de solutions numériques qui viennent répondre à un problème qui a été constaté de prime abord. Et le problème, c'est celui que je viens de Et c'est vous, Julia, qui avez porté ce problème auprès de cet incubateur, c'est vous c'est ça. Qui levez la main et qui dites j'ai peut-être un sujet important, est-ce que vous voulez bien m'aider? Il y a toute une communauté finalement qui se met autour de vous. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des appels à projets, il y a des temps pour proposer des idées et on vient soumettre notre idée devant un jury qui du coup va évaluer cette idée qui est uniquement théorique. On n'a pas encore développé quoi que ce soit. Si l'idée sur le papier est retenue à la fois, 1, le constat est bel et bien problématique, 2, sur le papier, ce que l'on projette comme solution est intéressante, alors on nous donne une enveloppe. Donc c'était quoi votre pitch du coup ? Notre pitch, c'était aujourd'hui, quand vous allez au restaurant, vous choisissez quoi ? Vous regardez en fonction du prix, de la localisation, de la gastronomie. Est-ce que vous voulez une ambiance plutôt romantique, plutôt bruyante ? Ça dépend, voilà, vous avez tout un tas de critères. Et bien, dites-vous bien, quand vous avez ces critères, pour vous, c'est de la chance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas 1 ou 2 mais 12 millions, elles, avant de pouvoir aller sur ce type de critères, elles se demandent si elles peuvent ou non rentrer dans tel ou tel établissement. Voilà. Et ça, vous avez expliqué que ça n'existait pas, ou en tout cas que c'était compliqué d'accéder à cette information et à cette donnée. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui a fait que du coup ce programme-là vous a accueilli et a aidé à développer le concept, puis le produit, puis le service qui va avec. C'est un service d'État du coup. Mais quand même, vous parliez de Google ou d'autres acteurs, il y avait vraiment rien, il n'y avait pas de données, vous êtes parti quand même de quelque chose. Comment on part d'un existant en fait ? On fait comment du point de vue de la donnée, on est vraiment sur la donnée. Quand vous faites un peu l'état des lieux, qu'est-ce que vous trouvez finalement à ce moment-là ? Alors nous, effectivement, on est parti de différents constats et on s'est étonné d'avoir aussi peu de résultats sur Internet, alors même qu'il existe tout un tas d'acteurs historique. Vous avez l'acteur historique qui est un acteur parisien associatif qui s'appelle J'accède, qui existe depuis plus de 15 ans. Malgré l'existence de tous ces acteurs depuis un certain nombre d'années, pourtant le fruit de leurs efforts, et ils ne les récoltaient pas en fait. Si, ils récoltent. Mais la difficulté, pour nous, ce qu'on s'est dit, c'est étrange ce hiatus entre tous ces acteurs qui collectent, qui ont de la donnée chez eux, et le fait que sur le web, on a bien du mal quand même, quand on est un internaute lambda, à accéder à ces informations. Peut-être que le problème, c'est le fait que ces données sont des données qui sont fermées, c'est-à-dire qu'elles sont sur ces sites-là, mais si on ne connaît pas ces sites, et si ces sites ne sont pas bien référencés sur Internet, alors on y échappe. Voilà. Et c'est là qu'on arrive un peu à la logique de j'ouvre ma manière de collecter les données. Oui.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on est parti de différents constats. Ce problème, le fait qu'il y avait une situation préexistante, il y a des données qui existent, qui sont totalement éparpillées sur le web, et cet éparpillement ne permet pas, ne facilite pas l'accès à ces informations. Et donc, on a réfléchi à quelle serait la solution, une solution pertinente pour régler ce problème-là. Et l'idée, c'était de partir sur du collaboratif, mais du collaboratif plus, c'est-à-dire tout le monde peut collecter. Très ouvert. Voilà, tout le monde peut collecter, mais aussi et surtout, tout le monde peut venir récupérer tout ou partie de ce commun numérique parce qu'il faut que ça infuse le web. Pour faire ça, il faut alors on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Pour faire ça, il faut un outil conceptuel, mais qui marche bien, qui s'appelle un schéma de données. Je reviens un peu parce que justement, il y a une actualité. Le site du gouvernement, le site des data, le data.gouv.fr, a remis à jour récemment ses guides de bonnes pratiques. Et notamment, il y en a un qui concerne le guide qualité et qui fait tout de suite, qui rentre dans le vif du sujet. En gros, la qualité, elle se construit notamment à travers cette idée de schéma de données. Donc c'est quoi un schéma de données, Julia? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et puis comment vous avez conçu le vôtre, justement, avec peut-être des choses existantes, avec des souhaits particuliers et du coup des adaptations? Qu'est-ce que c'est, et puis comment vous avez... Alors, un schéma de données, c'est comment est-ce qu'on va structurer et construire les informations que l'on va vouloir collecter et pousser. Un schéma de données, c'est important, et c'est d'autant plus important quand on est dans de l'open data et que l'on veut que les gens contribuent, que l'on veut que les gens partagent des informations, et surtout quand on veut que les gens puissent les réutiliser. Donc il fallait que nos données soient formatées de la manière la plus simple possible, à la fois pour les récupérer et à la fois pour les repartager. Et un schéma de données, alors notre schéma de données, c'est très simple. Nous, on s'est appuyé sur le standard qui a été développé. Il y a un standard national qui était là pour répondre à la question quels sont, vous, personnes en situation de handicap, quel que soit votre handicap, moteur, visuel, auditif, mental, dont vous avez impérativement besoin lorsque vous avez besoin d'anticiper et d'organiser une sortie. Voilà. Et ce standard, vous l'avez fait évoluer? Il y a le standard qui existe. Accès Libre s'est mis en conformité maximale avec ce standard, mais nous ne sommes pas à 100% sur le standard parce que nous avons des problématiques qui nous sont propres, notamment en matière de collecte. On va revenir sur tous ces sujets-là. C'est déjà très très dense et le schéma de données, c'est sûr que c'est quelque chose d'un peu technique, donc on essaye de l'expliquer facilement. On fait une première petite pause, si vous voulez bien, dans l'émission, et on va revenir après sur tous ces sujets de comment ça fonctionne, comment on récolte les données. Nous allons écouter un pur talent parisien du 17e et du 18e arrondissement qui a osé s'attaquer en fait à l'Everest de la chanson française, puisque elle a décidé de faire une nouvelle chanson sur Paris. Donc il y en avait déjà quelques-unes, mais elle s'y est lancée. Et c'est comme la data et l'IA, en fait. Il faut oser des fois dans la vie. Et c'est clairement réussi. On va écouter Diane qui chante Paris. Je me balade dans Paris, le réverbère qui clignote, Madame sonne minuit et le manège qui chuchote. À Paris tout se passe, on fait face à des impasses, on contourne, on regarde le ciel, les toits s'y révèlent. La nuit est une fête où la Seine regorge de paillettes. Un cerf-volant s'envole au vent, déchu du mauvais temps. Costume, cravate, mais on s'éclate. La loi se noie dans une flaque. Un chat noir passe dans une rue. Au cabaret, il est attendu. Paris s'allume, les gens
Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM sur 93.1 à Paris. Toujours Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode consacré à Accès Libre, c'est-à-dire aux data au service de l'accessibilité. Et toujours avec Julia Zucker, on faisait un peu le tour de comment s'est conçu le service. Notamment, on faisait un peu le point sur la norme et le schéma de données qui permet de construire, en fait, et finalement de venir collaborer tous ensemble sur le même schéma, la même façon d'organiser les données. Vous avez justement comment du coup ça évolue dans le temps. Une fois qu'on a posé un premier cadre, comment on fait évoluer ces éléments-là? Alors l'important, c'est dans les évolutions, c'est important de réussir à faire vivre un schéma de données parce que on peut constamment l'améliorer. C'est aussi compliqué de trop le modifier parce que ça impacterait l'ensemble des acteurs qui se sont mis en phase avec ce schéma. On leur demande à eux également de réagir. Donc il peut y avoir des impacts notables. Il faut savoir bien doser. Nous, comment on le fait évoluer? C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, pour le moment, on ne fait que l'augmenter. On a commencé par collecter des données sur un périmètre plus restreint, sur le principe de Pareto. On enrichit la donnée, quoi. Et là, on enrichit progressivement. On a rajouté dernièrement la description d'une chambre pour tous les lieux d'hébergement, notamment dans le cadre de l'accueil des JOP à venir. On y revient en JO. Voilà. Mais oui, c'est notre actualité. Très bien. Et du coup, donc, pour qu'on voit bien, le service aujourd'hui, il est accessible en ligne. Oui. Comment ça marche? Je veux participer, je veux collaborer, je veux venir donner un peu de mon temps sur cette collecte de données. Comment je fais? C'est ça. C'est un service qui est collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui souhaite donner un petit peu de son temps pour enrichir cette base de données peut le faire, qu'il s'y connaisse en accessibilité ou non. On a pensé un schéma de données qui s'appuie sur donc des normes très techniques, très précises. Cependant, dans la manière de poser les questions, le contributeur, il est extrêmement guidé. Et pratiquement, c'est quoi? C'est une app? Alors, c'est pas une appli, c'est un site internet, mais qui est tout à fait disponible sur mobile. Il s'adapte à la taille d'écran et on peut tout à fait collecter en mode nomade. C'est simple, je prends mon téléphone, j'arrive à la boulangerie, je fais un peu la queue, je me mets sur Accès Libre, je clique sur contribuer et là je me laisse guider par les questions. D'accord. Et donc on peut tous le faire de manière individuelle, quel que soit donc l'équipement public qui reçoit du public. Tout à fait. Et on se laisse guider. On clique bien sur publier à la fin, évidemment, sinon ça sert à rien. Et voilà, et ça prend quelques minutes. On peut venir enrichir des fiches déjà existantes? Oui. C'est le principe de l'actualisation de la base. Des données qui existent doivent régulièrement être relues, réévaluées pour s'assurer qu'elles sont toujours bien à jour. Il y a des restaurants qui peuvent ouvrir et fermer régulièrement, donc c'est important de faire ce travail de réactualisation, de relecture. Et là, on parlait de Paris et de son actualité en 2024, mais il y a des fois où vous allez plus particulièrement sur un territoire et vous faites travailler plus particulièrement un territoire? Oui, alors en ce moment, on s'intéresse particulièrement aux villes hautes, pour les JOP, qui vont accueillir les Jeux aux côtés de Paris, mais on travaille avec évidemment toutes les bonnes volontés et on a certaines collectivités comme Lyon, comme Lorient, comme Carcassonne, Lourdes potentiellement, qui sont intéressés par le sujet et qui soit se sont déjà lancés dans un travail de collecte et de sensibilisation sur ces infos d'accessibilité, soit sont en passe de le faire. Donc une collectivité vous contacte, vous dit moi j'aimerais bien que mon territoire il soit un peu mieux connu de ce point de vue-là, et vous organisez finalement un moment de récolte. On les accompagne, c'est-à-dire qu'on discute avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils souhaiteraient procéder. Il y a différents moyens. Soit ils souhaitent recruter, par exemple, des jeunes en service civique qui peuvent faire ce travail dans le cadre de leur mission, ou alors avec leurs agents, ou alors avec des élèves ou des étudiants. On a déjà organisé des actions de collecte avec des universités. On peut organiser ce qu'on appelle un challenge et histoire de gamifier un petit peu la collecte et organiser un temps qui peut couvrir quelques heures, voire quelques jours. Du challenge, c'est ça? Voilà, c'est celui qui fait rentrer le plus de fiches dans la base de données, quoi. Exactement. Nous, c'est comme ça qu'on a embarqué les services déconcentrés du ministère, qui travaillent en préfecture. On les a embarqués à travers un gros challenge qui en a motivé un certain nombre jusqu'à leur en faire un peu perdre la tête. On devient addict de la création de fiches d'accès libre. Il y a 2 départements qui ont un peu perdu pied, effectivement. D'accord, mais c'était bien pour nous. C'est bien, c'est tant mieux. Voilà, ça fait de la donnée supplémentaire. Exactement. Cette donnée, une fois qu'elle est collectée, vous le disiez en fait, donc le mode de collecte, il est ouvert, mais le mode de publication et de diffusion de la donnée, il est aussi ouvert. Tout à fait. Donc nous affichons les données. Mais si nous sommes les seuls à afficher cette donnée, on va tomber dans les mêmes travers que les autres. Et on va avoir les mêmes difficultés, en tout cas les internautes auront les mêmes difficultés à accéder aux données
dont on dispose s'ils ne nous connaissent pas. Donc notre idée, c'est que n'importe quel autre acteur du web ou n'importe quel autre acteur qui dispose d'un site internet, qu'il soit petit ou gros, vienne récupérer les informations qui sont pertinentes pour son propre site. Et il a le droit de la republier. Gratuitement, librement. Évidemment. Mais c'est le principe de l'open data. Voilà, on est en données ouvertes, n'importe qui vient se servir et prendre tout ou partie de la base de façon totalement libre. Donc le jeu de données, il est disponible sur data.gouv.fr. Il est disponible sur data.gouv, il est disponible chez nous. Nous, on publie le jeu de données sous forme de fichier sur DataGouv, mais on dispose également de ce qu'on appelle une API qui est ouverte. N'importe quel service ou site internet peut venir se brancher à notre API, moyennant une clé API qu'il faut nous demander. Et à partir de là, ils viennent se servir autant qu'ils veulent. Et ça serait quoi la réutilisation idéale? C'est quoi votre rêve de réutilisation, Julia? Mon rêve de réutilisation, c'est qu'on arrive à dupliquer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des boucles vertueuses. C'est-à-dire, on collecte de la donnée sur accès libre, on a un territoire où des acteurs sur une thématique bien précise qui se mobilisent pour collecter leurs propres données. Accès libre, c'est le média pour faire cela, c'est l'outil. Et derrière, on a les sites internet pertinents qui viennent récupérer cette information. C'est ce qui est en train de se passer avec le monde du cinéma. La collecte, nous en avons initié une bonne part, mais maintenant, elle est portée également par des associations, notamment une association de handicap visuel, l'association Valentin Oui, qui se mobilise très fort pour contribuer sur des informations très spécifiques dont ils ont besoin, eux. On a le CNC qui s'est largement investi avec nous. Donc et les réseaux de salles ont contribué effectivement, pour montrer toutes les données et l'information qu'ils ont sur l'accessibilité dans leur salle. C'est ça. Et ça, c'est récupéré ensuite par Allociné. Par Allociné. Donc on va sur Allociné, du coup, on voit le niveau d'accessibilité d'un cinéma, et c'est grâce à Accès Libre qu'on peut voir ces Voilà, c'est ça. ces Alors éléments-là. c'est aujourd'hui celui qui ira sur Allociné, c'est pas encore implémenté. C'est en cours. Mais c'est en cours de développement. C'est de façon la mise en ligne est imminente. Bon, et puis après, il faut quand même qu'on parle de celui que vous avez déjà évoqué d'ailleurs, celui qui génère le plus d'informations géographiques et qui a un peu le monopole de cette information-là, Google. Finalement, est-ce que lui, il peut aller récupérer ces données-là aussi pour les republier? Il peut. Il fait déjà des choses ou pas, Google? Oui, ils font des choses. Ils ont bien conscience de l'ampleur de la tâche, et donc Google ne collecte que 4 informations. Ah oui, c'est-à-dire que même Google considère que c'est un Everest. On parle beaucoup d'Everest là, mais c'est un Everest d'arriver à collecter l'information. C'est ça. Et il le fait sur un principe collaboratif. Il y a ces contributeurs lambda qui peuvent agir, notamment sur Maps. Et vous avez également toutes les fiches qu'on appelle Google My Business. Lorsqu'on est propriétaire ou exploitant d'un ERP, on peut revendiquer le lieu et y apporter des informations. Google prévoit quelques champs d'accessibilité à pousser. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on travaille avec Google Maps pour pousser nos données sur Google Maps. Ah, vous avez des contacts avec eux? Oui, tout à fait. Vous discutez avec Google Maps pour qu'ils récupèrent plus que 4 champs? Alors, ils récupéreront pas 4 champs parce que Accès Libre ne sera pas suffisamment puissant pour modifier le schéma de données de Google Monde. Ouais. Voilà, eux, c'est à l'échelle du monde. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un acteur dans un pays qui viennent bousculer un schéma de données qui est déployé à l'échelle du globe. C'est effectivement un peu plus compliqué. Cela étant, ce qui nous intéresse déjà comme première étape, c'est que nos données, les données dont on dispose, soient présentes sur Maps, et on y travaille. Et donc, ils vont utiliser les données publiées en open data avec la licence de l'État. Oui. Alors nous, on est en licence ouverte, donc il y a absolument aucune contrainte pour les acteurs du privé. C'est effectivement un levier facilitateur pour nous, ce travail de réutilisation. On a un travail de toilettage de notre base ERP qu'on est en train de faire pour nous assurer le bon transfert de nos données sur donc Google. Vous arrivez quand même à bien les faire rentrer dans le schéma de travail avec vous, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, nous, on doit montrer patte blanche sur la base ERP. Après, sur les données d'accessibilité, c'est notre domaine. Sur la base ERP, on a un travail d'adéquation, de mise en cohérence avec la base Google. On s'y emploie, et une fois que ce sera terminé, on transfère. Et d'autres collaborations avec des acteurs de la cartographie en cours ou pas?
Alors, des acteurs de la cartographie. Des MAPI, Ouais, alors ça, c'est effectivement des acteurs qui sont intéressants. On aimerait bien avoir des acteurs aussi de la mobilité qui nous intéressent, tels des IDFM Mobilité ou RATP. Enfin, vous savez, toutes ces petites applis de mobilité qui proposent déjà des solutions, en tout cas de l'information spécifique pour le public qui a besoin d'un déplacement adapté. Oui. Nous, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que on va souvent d'un point A à un point B. Ce point B, très souvent, c'est un lieu qui reçoit du public. Et si on apporte une information sur l'adaptation sur du déplacement, pour y aller, on a également besoin d'informations sur le lieu de destination, qu'ils viennent se servir chez nous parce que c'est à dispo et c'est gratuit. D'accord, moi je pense que là, le message est bien passé, du coup. Mais, alors, c'est super parce que là on a vu comment on produit cette donnée-là, comment on la réutilise, mais finalement il y a quel type de profil derrière ce dispositif. C'est quoi les métiers finalement derrière Accès Libre? Là c'est plutôt pour comprendre un petit peu comment on en vient à être du coup travailler pour un ministère, certes s'engager dans un programme innovant, mais aussi du coup produire un service innovant. Est-ce que vous avez fait des formations exceptionnelles sur la data pour en arriver là? Quelles compétences finalement sont autour de la table pour arriver à créer ce service? Alors on est une petite équipe chez Accès Libre, hein. On est deux fondatrices, Sophie Cheng et moi-même. Nous sommes toutes les deux agents de l'État et notre cœur de valeur, nous, c'est l'accessibilité. Voilà. Nous, on a la connaissance et la compétence sur le métier d'accessibilité, le fond. Ensuite, on s'est entouré de différentes compétences, notamment techniques, c'est-à-dire qu'on travaille avec, en ce moment, 2 développeurs qui, eux, apportent toute la technique et leurs compétences pour développer l'outil en tant que tel. Et nous avons 2 business développeurs, 2 chargés de déploiement qui, eux, s'activent à aller convaincre des partenaires d'entrer dans le jeu avec nous. Donc, en matière de compétences, il faut avoir des compétences sur le métier, le fonds métier accessibilité handicap, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et après, il suffit de s'entourer de compétences très précises que Sophie et moi ne disposions pas en interne. Vous avez fait en marchant ? Vous avez appris Et sur la data, effectivement, on apprend en marchant. C'est pas très compliqué. Ça peut sembler étrange avec un certain jargon, mais en fait, on apprend très très vite. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Les perspectives d'Accès Libre ? Les perspectives d'Accès Libre, c'est d'augmenter la base de données. Tout à fait. Et de trouver de plus en plus de contributeurs. C'est ça, et surtout de réussir le défi des JOP, c'est-à-dire d'apporter une information digne de ce nom sur l'hébergement, sur la restauration en priorité, et surtout qu'on arrive à simplifier l'expérience de ces visiteurs qu'on va accueillir dans un an et que l'on souhaite la meilleure pour tous, handicapés ou non. C'est un peu le message d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est facile, allez regarder sur Accès Libre, récupérez le lien sur votre smartphone en raccourci sur votre page d'accueil, et dès que vous avez rencontré un espace public qui reçoit du public, du coup vous commencez à regarder s'il y a une fiche qui existe, et si elle n'existe pas, vous la créez. Si on doit résumer, il faut de la volonté bien sûr pour créer ce type de service, et c'est bien la volonté des cofondatrices. Vous êtes allé dans des programmes d'innovation pour pouvoir les construire. Vous avez travaillé sur cette idée de schéma de données, hein, qui est un peu une pierre angulaire forte, justement pour pouvoir créer la collaboration et puis entraîner avec vous la vague des contributeurs. C'était vraiment très intéressant de partager ça avec nous aujourd'hui, parce que ça montre qu'en fait voilà, la donnée, quand on veut la faire démultiplier, et la collaboration, c'est pas si compliqué que ça. C'est bien sûr que vous avez dû y mettre beaucoup d'énergie, mais il y a plein de choses à faire potentiellement. Donc merci beaucoup, c'était Parlez-moi d'IA consacré à Accès Libre. Merci Julia, sa cofondatrice, pour être venue nous présenter ce service et nous livrer tous ses secrets justement sur la collaboration. Merci à vous. Et puis, parlez-en autour de vous, parlez-en aux responsables d'établissements que vous croisez d'Accès Libre. Dites-leur que c'est facile de se référencer et donc de toucher 12 millions de personnes concernées qui vont avoir du coup une meilleure information pour venir vous voir. Merci à tous, merci. On se retrouve sur Cause Commune prochainement. Je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. Je vous recommande notamment celle de Rayon Libre, bien sûr, à vélo. Merci Jérôme pour la réalisation et à bientôt.